on a tous des qualités et des défauts. Et un jour, il m'a dit, moi, les défauts, il m'a dit, tes défauts, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que tu as des qualités et que tu travailles ces qualités. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, sur mon cas, ça a fonctionné. Ben, oui, parce que pendant 6 ans, j'ai joué. Et surtout, on a gagné, quoi. C'est parti, bienvenue dans Skills. Mon invité aujourd'hui n'est pas seulement un grand nom du football, c'est aussi un homme qui a su durer, qui a traversé les tempêtes avec élégance et qui a souvent brillé là où d'autres cherchaient la lumière. Champion du monde 98, champion d'Europe 2000, passeur décisif du but en or, homme clé des invincibles d'Arsenal, mais surtout un joueur qui a transformé le collectif sans jamais élever la voix. Un homme qui a su faire briller les autres sans jamais se trahir lui-même. Alors, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas une interview sur le foot, c'est une masterclass sur l'intelligence relationnelle et situationnelle. Comment on tient son cap, comment on influence sans imposer et comment on reste élégant quand tout s'agite autour. Robert Pires, bonjour et merci d'être là. Je suis honorée de t'avoir aujourd'hui. J'espère que je t'ai pas trop mis la pression avec mon introduction. Bonjour Nadia, bonjour tout le monde. Non, pas du tout, mais en tout cas, je m'attendais pas à une telle introduction et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre, on va dire, tous ces jolis compliments. Sous ces rappels. Ouais, non, ça fait toujours du bien. Ouais. Ça fait toujours du bien. Bien sûr. Alors, petite parenthèse personnelle, parce que j'ai quand même documenté, je me suis intéressée à ton parcours avant de préparer cette interview. J'ai juste découvert que tu étais quand même né le même jour que ma fille, le 29 octobre, et que donc tu étais aussi Scorpion. Et je suis Scorpion, exactement, 29 octobre 1973. Bon, il y a quelques années d'écart, mais oui, c'est une belle date. C'est un gros caractère, les Scorpions ? C'est ce qu'on me dit souvent, mais je pense que je suis un faux Scorpion. Il faudrait que j'aille voir mon ascendant. Ouais, je sais pas de quel signe il s'agit, mais en tout cas, non, je suis pas. Je pense que méchant, je ne le suis pas, tel que peut être décrit justement un Scorpion dans les signes astrologiques. Mais disons que bon, après voilà, c'est comme ça que j'ai été fait, c'est comme ça que j'ai été certainement éduqué. Donc, en tout cas, je me revendique pas méchant. Ça, c'est sûr. Comme sur le terrain, je ne l'étais pas. Ouais, justement, ça va être. Je vais te poser des questions là-dessus. Des parents portugais, espagnols. Tu vis en France, donc tu es aussi français. Donc, oui. On voit que c'est des pays quand même autour du ballon rond. Est-ce que, tu as quand même 3 cultures différentes. Si tu devais te présenter aujourd'hui, non pas comme un joueur, mais l'homme derrière justement ce champion de foot, tu dirais quoi ? Disons que je dirais que déjà, avant tout, la base, c'est que je n'oublie pas d'où je viens. Je crois que ça, pour moi, c'est hyper important. D'où est-ce que tu viens ? Je viens d'un père portugais, d'une mère espagnole, qui ont immigré en France dans les années 70. Je suis né en 73, à Reims, et bien évidemment... je suis français, avec un passeport français, et j'ai joué, très honoré et très fier d'avoir pu jouer pour l'équipe de France. Et puis c'est ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que, bon, ça c'est très important, mais la base, encore une fois aussi, c'est l'éducation que j'ai pu recevoir de la part de mes parents. Donc on se construit comme ça, et puis surtout on essaie de faire attention. Alors après, bien évidemment... il y a toujours l'intégration qui n'est pas facile parce que tu es un fils d'immigré. Entre guillemets, il faut faire profil bas. Et c'est comme ça que j'ai été élevé. C'est ce que j'ai fait justement quand j'allais à l'école. Et puis après, j'ai suivi mon chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui et pouvoir te parler justement de ce passé. De ce parcours. Oui, de ce parcours. Tu retiens quoi tu parles d'éducation, tu retiens quoi justement de l'éducation que tes parents t'ont donnée ? Déjà, je pense que j'ai reçu une bonne éducation où ils ont insisté justement, c'est sur le mot respecter les autres. C'est quoi respecter les autres ? Disons qu'il faut les écouter. Alors après, bien évidemment, tu peux pas être d'accord avec tout le monde, mais disons que les respecter, c'est aussi communiquer avec eux. Chacun doit donner son point de vue. Alors, on n'est pas tous d'accord. Ça, c'est une certitude, mais après, et puis surtout, tenter d'aimer le maximum de personnes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, respecter, ouais, aujourd'hui, je pense que c'est un mot qui se perd malheureusement. Ouais, il faut le garder. Moi, j'essaie comment on va dire, un peu de le cultiver. Et puis, j'ai reçu ça depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important, bien sûr, de respecter. Et quand tu dis tu fais profil bas pour t'intégrer,
Comment on fait, comment on arrive à faire profil bas sans s'effacer et que tu dis toujours faut être à l'écoute de l'autre sans oublier aussi ce que notre voix intérieure nous dit. Comment tu le trouves cet équilibre? Comment tu fais pour prendre les bonnes décisions? Bah, c'est pas facile, surtout quand tu es jeune, quand tu es adolescent. Profil bas, il faut. Comment je vais te dire ça? Il faut pas faire de vagues, il faut pas faire de bruit, être un peu en retrait, être un peu distrait de ce que tu peux amener quand tu côtoies un peu les autres, les élèves, parce que bon, c'est surtout à l'école où ça n'a pas été si facile que ça. Et puis c'est la discrétion, quoi. Mes parents m'ont toujours dit, ouais, essaye d'être le plus discret possible. Je veux pas entendre de mal sur toi. Sur toi. Oui. Donc à l'école, j'essayais d'être gentil, j'essayais pas de provoquer, on va dire, des bagarres, parce que il y en a souvent. Hein. À l'époque, c'était les récréations. Ouais. Donc voilà, c'était un peu le mode de fonctionnement que je devais avoir, parce que c'est ce que mes parents voulaient. Et puis surtout, je voulais pas qu'ils aient honte de moi, quoi. Donc en me disant, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, j'essayais de suivre un peu les conseils du père et de la mère. Et de la mère. Et puis après, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà, c'était surtout ça où mes parents avaient un peu peur et m'ont donné une direction. Laquelle t'accrochait, un repère finalement, oui, auquel tu peux t'accrocher, qui a été ton fil rouge. Bien sûr. Mais tu vois, quand tu dis, par exemple, je vais caricaturer un peu. Bien sûr, tu peux, vois, hein. les personnes où on dit sont gentilles, c'est discret, font pas de vagues, c'est des gens qu'on peut oublier assez rapidement, et pourtant toi, on t'oublie pas. Donc il y a quelque chose quand même derrière. Il y a quoi? Mais... Comment on fait en fait pour justement... Puis je le vois... Je sais pas. J'aimerais répondre à ta question, mais... Est-ce que c'est d'être bon dans ce que tu fais? D'être bon aujourd'hui... quand je dis aujourd'hui, sur la carrière que j'ai pu faire en tant que footballeur professionnel, et je l'ai fait pendant 19 ans, il y a des gens qui ne comprennent pas, et le premier, mon ami Olivier Dacour, qui l'a dit une fois, c'est-à-dire que tous les grands joueurs sont méchants. Et il l'a dit, sauf un, c'est Robert Pires. Comment je peux l'expliquer? Je sais pas. Après, je sais que j'ai un talent, je sais que grâce à Dieu, j'ai été gâté, mais disons que... J'ai été, comment je veux dire, élevé comme ça, j'ai été formé comme ça dans le monde du football. Et sur le terrain, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était juste jouer au foot et être discret. Mais bien sûr, plus tu avances dans une carrière, et plus tu dois prendre des responsabilités, plus tu dois te montrer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est en ayant ces qualités-là, qu'est-ce que je devais faire? C'est d'être le plus performant possible. C'est ça, ok. Mais sans faire de vagues, sans être méchant, sans provoquer des bagarres. Bon, même si parfois c'était à cause de moi, mais bon, ça fait partie du jeu. Je voulais pas recevoir de carton rouge. Bon, même quand si j'en ai reçu un. Quand tu dis c'est à cause de toi, c'est-à-dire... Non, mais quand je dis c'est à cause de moi, parce que par rapport au jeu que je pouvais avoir, tout simplement parce que j'étais surtout dans un jeu de provocation avec. Mais quand je dis provocation, pas par la parole, mais disons que dans le jeu, dans les contrôles, dans les dribbles, et parce que c'était comme ça que j'ai été formé soit à Reims ou à Metz. Et donc, moi, c'est ce que je voulais faire. Mais encore une fois, toujours en étant discret. Mais moi, ce que je voulais, c'est que si on gagnait, tant mieux. Mais si on parlait pas de moi, ça me dérangeait pas. Tu vois, c'est ça le truc. Tu cherchais pas à ce qu'on parle de toi. Il y a pas un ego surdimensionné qui a besoin Ah non, pas du tout. Non, non. Okay. En fait, entre guillemets, je m'en fous, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était jouer, gagner, et après le reste, basta. Si on parle de moi, tant mieux, c'est cool. Si on parle pas de moi, c'est pas très grave. Et pourtant, on parle de toi. Tu vois, tu voulais pas. Et pourtant, non, mais après, c'est vrai qu'en ce moment, on parle de moi, mais ça fait toujours plaisir, bien sûr. Tu fais partie de cette génération dorée, aux côtés de Thierry Henry, très aigué, très jeune. Tu éclates à haut niveau. Justement, comment tu gardes les pieds au sol quand tout va vite, comme ça, aussi vite, et qu'on t'applaudit partout? C'est juste la famille, mais surtout mes parents, quoi. Mais c'est en fait tu reviens à ça. En fait, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai que je rentre dans un nouveau monde, dans un nouvel univers. C'est le monde professionnel. Alors, certes, c'est ce que je voulais quand j'étais petit, quand j'avais 7 ans, et quand j'ai dit, ou à 7-10 ans, je sais plus. Une fois, j'ai dit, je voulais être footballeur professionnel. Bon, bref, j'ai réussi avec beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de sacrifices. Mais après, moi, c'était juste ça que je voulais. Et puis, gagner quelques titres. Donc, j'en ai gagné quelques-uns, les plus beaux, certainement. Mais après, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait ça, ok, c'est top, mais j'oublie pas.
d'où je viens. D'où tu viens. Et mes parents, à chaque fois, me disaient, ouais, ok, c'est bien, je suis fier de toi, mais les pieds sur terre. Alors, c'est sûr qu'entre 98 et 2000, bon, je sais que j'ai une période où j'étais un peu dans l'espace, quoi. Parce que je m'y attendais pas, parce que c'était fulgurant, et puis parce que la notoriété, en l'espace de 24 heures, elle a changé. À partir du moment où Didier Deschamps il soulève la Coupe du Monde, bah, notre monde n'est plus le même. On rentre dans un autre. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension, bien sûr. Mais moi, je le crois, c'est que quand tu bascules dans la célébrité, et vous, Oui, bien sûr. via le foot, Oui. très souvent, je trouve qu'il y a une relation quand même qui est assez directe. Dès que tu deviens très célèbre, bah, souvent les personnes deviennent malheureuses. C'est Certainement. pas oui. que dans le foot, Oui, oui. hein, dans la musique. Dès que ça devient, si on regarde tous les grands noms de la musique, que ce soit Michael Jackson, Whitney Houston, enfin toutes ces personnalités, elles ont atteint un niveau de succès tellement important. Bah, on voit quand même une relation assez directe avec leur niveau de bonheur. Et c'est ça ma question, c'est juste de dire comment je fais en fait pour réussir sans me perdre. C'est même une compétence. C'est ce que tu dis toi, c'est pour y arriver, c'est de se rappeler d'où on vient, c'est de se rattacher à des valeurs non négociables. Ça a été quoi pour toi en fait? Quelle a été la valeur pour toi d'attachement, quel t'es revenu à chaque fois pour pas te perdre, tu vois? Bah, je sais pas s'il y a une valeur, mais en tout cas, c'est pour ça que la famille est hyper importante. Quand j'ai la famille, c'est vraiment famille. Donc pour moi, ça a été mon père et ma mère qui, à chaque fois quand ils voyaient ou quand ils sentaient que je décrochais un peu, ils me disaient, ouais, mais attention, il faut pas s'enflammer, reste tranquille. Et après, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que, en fait, on est juste des joueurs de foot, quoi. Alors, grâce à Dieu, on a du talent, on sait jouer. On gagne peut-être beaucoup d'argent, mais au final, en fait, on sauve pas des vies, quoi. Tu vois, on n'est ni médecin, ni pompier. Ok, on fait rêver des gens, et j'en suis conscient, et je suis le premier à le dire, mais au final, bon, c'est pas grand-chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est le sport numéro 1 au monde. On fait rêver beaucoup de jeunes. Ça je le sais, et j'en suis même extrêmement fier, mais bah, au final, c'est rien, quoi. On sait juste jouer et taper dans un ballon, quoi. Alors après, ça demande peut-être beaucoup d'intelligence sur le terrain, parce que c'est pas facile, parce que tu as une certaine pression à supporter, ce que peut-être les gens ne comprennent pas, mais la réalité, elle est telle que quand tu es sur un terrain, ouais, tu as énormément de responsabilités et de pression. Quand tu parles de responsabilité, je compare par exemple le tennis. Le Oui. joueur de tennis, il n'appartient pas à un club. Non. Enfin, sauf s'il joue pour la Coupe Davis. Mais le foot, on a l'impression que vous appartenez à une équipe, vous appartenez à une ville, et que le public s'approprie un peu de votre personnalité. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'as vécu? Comment ça a été? Ah oui, bien sûr, mais je l'ai vécu pendant 19 ans, quoi. Bah, en fait, tu appartiens à un club parce que tu signes pour ce club. Tu appartiens aussi un peu, entre guillemets, à ton entraîneur parce que c'est lui qui vient te chercher, c'est lui qui te veut, c'est lui qui va dépenser de l'argent. Et puis surtout, tu appartiens aux supporters, quoi. Parce que tu défends leur couleur, parce que tu défends leur maillot et que tu dois, ce qui est normal, mais que tu dois être performant à tous les matchs. Et à chaque fois que tu mets le maillot du club, tu dois être bon. Alors, il y a des gens, supporters, qui comprennent pas que parfois tu peux avoir une baisse de régime, mais c'est normal. Je crois qu'on n'est pas, on n'est pas des robots. Et tu as des gens qui ont du mal à le concevoir parce qu'ils vont te dire, ouais, mais c'est pas normal, ils gagnent tellement d'argent qu'ils devraient être bons tout le temps. Non, non, sinon ce serait trop facile. Et comment tu le vis, cette pression? Toi ou tes coéquipiers, comment ça se passe? Disons que après, la chance que j'ai, c'est que je suis passé 2 ans à l'Olympique de Marseille. Ouais. Et donc, ça m'a forgé un mental et ça m'a permis justement de pouvoir aller en Angleterre et aussi de réussir. Mais c'est vrai que Marseille, pour moi, ça a été hyper important. Ça a été un passage important dans le jeu déjà, parce que c'est pas facile de jouer au Vélodrome. C'est pas facile de jouer devant les supporters marseillais. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Parce que même dans la difficulté, tu apprends un peu à te surpasser. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais à un moment donné, il faut se faire mal. Alors, même si moi, j'avais du mal à le faire, mais
Mais t'es obligé. T'es obligé, ou sinon tu te fais allumer et puis tu peux vite descendre aux enfers. Hein. Mais d'ailleurs, quand tu parles de Marseille, tu t'es fait allumer, tu as été Oui, bien sifflé, sûr. tu dis que quand tu sortais, parfois tu devais te cacher. Ouais, je me suis caché une fois dans une voiture. Ouais, c'est Oui, ça, tu oui. t'es caché. Tu te sens comment là? Tu te sens abandonné? Tu te sens épuisé? Abandonné, non, parce qu'en fait, tu sais que tu as le soutien de tes coéquipiers. Et puis surtout, moi, j'avais le soutien à l'époque, c'était Roland Courbis, l'entraîneur. Et puis aussi le président Robert Louis Dreyfus. Mais disons que je savais pertinemment qu'en mettant les pieds à l'Olympique de Marseille, j'allais certainement connaître une situation comme celle-ci. Alors, on ne le souhaite pas, bien sûr, on veut que ce soit toujours beau, rose, et qu'on gagne tous les matchs. Mais bon, ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je te dis que ça m'a forgé un caractère, parce qu'en fait, j'étais aussi dans la difficulté, parce qu'à ce moment-là, j'étais le capitaine de l'Olympique de Marseille, donc quand ça ne va pas... c'est toi le responsable. Donc le responsable, il en faut toujours un. Généralement, c'est du capitaine. Et donc, c'est moi qui est morflé un peu, mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du jeu, et puis ça m'a permis de changer un petit peu ma façon de jouer. Et puis, 6 mois après, je prenais la direction d'Arsenal, tout simplement. Mais très honnêtement, ça m'a fait du bien, le fait de jouer pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Dans les bons comme dans les mauvais côtés. Qu'est-ce que tu as appris, justement, quand tu dis ça t'a fait du mental. bien? Le mental. Ah ouais, le mental. Non, pas... Le jeu, oui, parce que je me suis régalé, parce que j'ai eu cette chance de jouer avec des joueurs extraordinaires. Mais après, mentalement, ouais, ça m'a fait du bien. Ouais. Encore une fois, d'être dans le dur, comme on dit. Parce que je l'ai été, parce que physiquement aussi, peut-être que le cerveau était épuisé, mais disons que ça m'a permis de continuer et puis de faire de poursuivre la carrière que je voulais faire, surtout avec Arsenal. Mais quand tu dis dans le dur, t'apprends quoi dans le dur? Parce qu'en fait, finalement, on se dit pas si on apprend que dans le dur. Disons quand tu gagnes, tu célèbres, ouais. Et quand tu es dans le dur, tu apprends. En fait, tu apprends et ça te permet de te remettre en question, de dire alors ce que je fais, ça marche pas, peut-être changer ta manière d'évoluer sur le terrain, quoi. J'ai essayé de le faire. On m'a souvent. Après, il y a toujours cette phrase qui revient, celle d'Aimé Jacquet, mais. C'est quoi, celle de muscle ton jeu, Robert? Muscle ton jeu. Mais t'avais 24 ans à l'époque? Ouais, en 98, ouais. Quand tu le reçois ce jour-là, tu le prends comment? Tu le vis comme un reproche? Une blessure? Non, mais. Tu le vis comment? En fait, j'aimerais savoir comment tu le vis à ce moment-là, à 24 ans. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Mais non, mais alors. C'est marrant parce qu'en fait, quand Aimé Jacquet me dit cette phrase, en fait, je ne comprends pas le sens. Tu vois pas ce qu'il veut dire? Non, je ne comprends pas le sens de la phrase ni ce qu'il veut me dire. Parce que méchant, méchant ou muscle ton jeu, je ne savais pas le faire et je ne l'ai pas fait. Parce que je ne voulais pas changer ma manière de jouer, quoi. Et la preuve, c'est que... ça finit par payer. Non, même pas. Même pas. Mais non, parce que si j'avais musclé mon jeu, peut-être que j'aurais changé ma façon de jouer. Sauf que moi, je n'ai pas voulu. Et je ne l'ai pas changé. Et j'ai réussi. En jouant comme ça, j'ai réussi à jouer 6 ans avec Arsenal. Donc pour moi, je ne comprenais pas le sens de sa phrase. Mais je sais que maintenant, c'est ce qu'il voulait, que je sois plus méchant, plus dur dans les impacts et dans les duels. Chose dans laquelle, honnêtement, j'étais très mauvais. C'est pas toi, en fait. Ben non, c'est pas moi. Sauf que moi, j'avais d'autres qualités. Et ces qualités-là, justement... Je les ai travaillées, perfectionnées avec Arsène Wenger, et ça m'a permis de jouer 6 ans avec lui, tout simplement. Mais cette phrase-là, je la comprends pas, non. Tu la comprenais pas, et tu la comprends toujours pas aujourd'hui? À l'époque, non, je la comprenais pas, c'est ce que je viens de te dire. Ouais. Et je me suis même dit, mais pourquoi il me dit ça, tu vois? Ouais. Bon, après, ça a été filmé, tout le monde l'a vu. Mais ça n'attaque pas ton estime ni ta confiance. Ah non, pas du tout. Tu dis, je comprends pas. Et... Non, non, parce que... C'est génial. Non, mais parce que après, moi, la preuve, c'est que j'ai continué sur mon chemin. Sur ton chemin. Ça s'est plutôt bien passé, puisque je te dis que cette phrase-là, elle est en 98. En 2000, je suis toujours avec l'équipe de France. En 2002, vous êtes... En 2000, on est champion d'Europe. D'Europe, et 2002. 2000, je signe à Arsenal. Donc, mais j'ai toujours cette phrase derrière moi. Mais en fait, cette phrase, elle t'a pas servi. Non. Ça me rappelle un peu tu sais, l'état d'esprit en France. On cherche toujours à t'améliorer là où t'es pas très bon. On te dit travaille tes faiblesses, alors que l'esprit un peu plus américain, anglo-saxon, c'est de dire en fait juste mise là où t'es très bon, et là où t'es moins bon, on s'en fiche en fait. Et finalement, ça marche mieux quand tu
quand tu es avec Arsène Wenger. Arsène Wenger, Bah qui a finalement un angle d'approche qui est différent et qui te correspond plus. Bah, ça me correspond plus et parce que lui, déjà, il me connaît et qu'il sait que... Alors, on a tous des qualités et des défauts. Et un jour, il m'a dit, moi, les défauts... il m'a dit, tes défauts, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que tu as des qualités et que tu travailles ces qualités. Je dis la même chose à mes clients. La même chose. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, sur mon cas, ça a fonctionné. Ben, oui, parce que pendant 6 ans, j'ai joué. Et surtout, on a gagné, quoi. Et ça, c'est important. Si tu mises sur des choses que tu as de façon assez naturelle et que tu commences à les travailler, bah, tu auras forcément une longueur d'avance sur les autres. Si tu essayes de t'améliorer sur des points que tu n'as pas et que d'autres ont, bah, les autres vont être meilleurs que toi. Donc, tu seras moyen in fine. Par exemple, sur mes qualités, Arsène Wenger, il voulait... Donc j'avais cette facilité en termes de dribble. Et lui, un jour, il m'a dit, moi, je veux que tu sois méchant dans tes dribbles. Dans ton jeu. Dans ton jeu. C'est-à-dire que si tu dois éliminer ton joueur en 1 contre 1, c'est là où tu dois être méchant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Pas méchant où il faut tacler, où il faut être dur sur l'homme. Il me dit, mais ça, je sais que toi, t'iras pas là-dedans. T'iras pas là et t'es pas bon. Il me dit, par contre, dans les 1 contre 1, c'est là où tu dois faire mal à ton adversaire. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. C'est tout simplement. Le foot, c'est un monde, j'ai l'impression, d'individus avec des égos surdimensionnés. Ah bon ? Ouais. Plutôt une équipe avec, on va pas dire le mot égoïste, mais de personnalités assez individuelles finalement. Et comment on fait en fait pour faire partie de cette équipe et penser collectif alors que c'est composé de personnes plutôt individualistes ? Bah, ça se résume sur un mot, il faut s'adapter. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait dans tous les clubs où j'ai joué et surtout avec tous les grands joueurs avec lesquels j'ai pu évoluer. Bon, là, je viens de te parler des clubs, mais aussi avec la sélection. Donc, chacun a des qualités, chacun a un registre, chacun a une mission sur un terrain. Moi, j'en avais une, je le savais, mais... C'est-à-dire que c'est ce que je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que si on parlait pas de moi, c'était pas très grave, quoi. Alors que je sais qu'il y a des joueurs qui aiment quand on parle d'eux, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, ils sont comme ça. Et puis je l'ai toujours accepté, quoi. Et moi, mon rôle, c'était d'être bon, régulier, performant, faire le maximum de bonnes passes en termes de réussite, parce que moi, c'était vraiment mon obsession. Quand je recevais le ballon, déjà un très bon contrôle, et puis faire la passe qu'il fallait à ton coéquipier. Après, le reste, si je marquais, tant mieux. Si je marquais pas, c'était pas grave. Dans une équipe, vous êtes 20-25 ? Est-ce qu'il y a des petits groupes qui se créent ? Parce que je sais que c'est qu'impossible d'être pote avec 25 personnes dans une équipe. Non. Bah, alors, souvent, on parle de clans, mais disons que bon, c'est surtout des affinités, quoi. Ou alors, ça peut se créer des amitiés, quoi. Oui, bien sûr. Et surtout avec Arsenal, parce qu'à ce moment-là, avec Arsenal, on se retrouvait tous en équipe de France, tu vois. T'avais Sylvain Wiltord, Patrick Vieira, Thierry Henry et puis moi. Donc, on jouait ensemble avec Arsenal. Après, on pouvait 10 jours après se retrouver ensemble en équipe de France. Donc, oui, après, t'as une certaine amitié qui s'est créée et qui, aujourd'hui, existe encore. C'est ça qui est beau. Alors, est-ce que t'as déjà été insulté ? Mais tous les week-ends. Non, c'est vrai. Bah oui, bien sûr. Bah, que ce soit par les Même joueurs... Même en étant aligné comme tu es, tu provoques pas les autres. Bon, par le jeu, évidemment. Tu réagis comment ? Calme, sourire, tu fais quoi ? Ça dépend. Donne-nous des tips, en fait. Non, mais après, être insulté, c'est ce qui se passe sur un terrain tous les week-ends. C'est pas injuste, non ? Mais non, on est tous prêts à ça aujourd'hui. T'as été entraîné à... Comment ? T'as été entraîné à l'entendre et de te dire, finalement, ça me passe au-dessus. Ouais, mais après, tu réponds pas, ça dépend le contexte, enfin, ça dépend le match, ça dépend le joueur qui est en face de toi, enfin... Ça peut être un derby, enfin, des Marseille-Paris, c'était hyper tendu, des Arsenal-Tottenham, c'était hyper chaud, ou même des Villarreal-Valence, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà, toi, tu te fais insulter, après, toi, tu vas insulter, tu vas tirer un corner, tu joues à l'extérieur, donc tu as le supporter qui va t'insulter de tous les noms. Tu es obligé de il faut répondre ou il ne faut pas répondre ? Non, aux supporters ? Non, il ne faut pas répondre. Non, pas les supporters, mais sur le terrain. Aux joueurs, oui, bien sûr. Il faut répondre. Pas qu'il faut répondre, mais comme c'est de la provocation, et parfois c'est dur, et les gens ne comprennent pas, mais parfois c'est de la provocation, et puis toi tu réponds comme tu ne réponds pas, mais en fait,
je me répète, mais ça dépend la tension qu'il y a sur le terrain, ça dépend le score, si t'es mené, pas mené. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Bien sûr. Mais insulter, oui, on se fait insulter tout le temps, quoi, bien sûr. Mais justement, récemment, Adrien Rabiot a été pris pour cible par des supporters. Est-ce que tu penses que le public, en tout cas pour le foot, est-ce que c'est le miroir de notre société aujourd'hui ? Je pense que oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui se passe et ce qui s'est passé au Parc des Princes, c'est un peu le miroir de la société, quoi. Mais disons que ce genre de banderole, elle devrait même pas exister, elle aurait même pas dû être là, quoi. Parce que on touche pas les parents, enfin on touche personne, quoi, en fait. Et c'est vrai que ce qui a été fait, c'est complètement nul. Et j'espère que ceux qui l'ont mise, cette banderole, elles seront sanctionnés, quoi. Et même s'il faut les virer du stade, il faut les virer, quoi. Mais bien sûr. Les Anglais l'ont très bien fait. Non, mais c'est vrai. Les Anglais sont attaqués à un problème qui est énorme, le hooliganisme. Ils ont réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans un stade anglais, il n'y a pas de barrière. Ni entre les supporters adverses et ceux qui reçoivent. Donc, ils ont réglé le problème. Mais bien sûr qu'ils ont réglé le problème. Alors, si eux l'ont réussi, pourquoi nous, on ne réussirait pas ? C'est-à-dire que l'anglais ne rigole pas. Tu peux faire une connerie, il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-la. OK. Par contre, t'es filmé, on va te retrouver et t'es viré. Tu rentreras plus jamais dans un stade. Donc, ceux qui ont mis la banderole là, on sait qui c'est, puisqu'il y a des caméras aujourd'hui. Donc, ces gens-là, il faut les prendre et leur dire, voilà, merci. Et par contre, pour toi, le Parc des Princes est terminé. C'est terminé pour toi. Il faut régler comme ça. Il faut aller dans le dur. Il faut aller dans le dur avec eux, bien sûr. Parce qu'une banderole comme ça, elle n'a pas lieu. C'est pas sa place, tout simplement. Et sur le terrain, il peut y avoir des insultes aussi qui touchent des choses assez fondamentales quand tu parles de parents. Oui, mais après ça c'est entre guillemets, c'est entre nous. Ça c'est entre nous. Oui, non, mais après entre nous il y a, enfin c'est en l'espace de 90 minutes. Après, une fois que c'est terminé, quoi. Vous oubliez tout. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça s'est passé à mon époque et ça se passe encore aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Le coup de boule de Zidane. Est-ce qu'il y avait une insulte avant sur sa mère ou pas ? Oui, il y en avait une. C'était pas dans mes questions, mais maintenant que ça. Non, il y en avait une, oui, bien sûr. Si Zizou réagit comme ça. S'il réagit comme ça. Mais parce que chacun réagit comme il l'entend, quoi. Alors, je défends pas Zizou, hein. C'est un geste à ne pas faire, surtout à ne pas montrer aux enfants, et il en est conscient. Parfois, les gens comprennent pas comment, parce que tout le monde a donné son point de vue, bon, c'est normal. Mais personne sait ce qui se passe sur un terrain. Celui qui n'est pas joueur, celui qui n'est pas athlète, sur le terrain, à ce moment-là, il sait pas, il peut pas. Alors, chacun va donner son avis, non, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il le sait que c'est pas bien ce qu'il a fait. Sauf que tu sais pas ce qu'il y a entre Materazzi et lui. Tu sais pas ce qui s'est passé avant, les minutes avant. Tu connais pas l'historique. Tu connais pas l'historique. Alors, les gens, ils peuvent parler, ça c'est tellement facile. Mais quand toi, tu es là, au cœur du jeu, finale de Coupe du Monde, où tu sens qu'il y a la tension, tu sais pas si tu vas gagner, pas gagner, c'est hyper délicat. C'est vraiment. Alors, je sais pas si moi aussi j'aurais réagi comme ça, mais on peut pas savoir. C'est ça qui est fou, en fait. Tu peux pas savoir, mais tu as déjà été confronté à une situation où justement c'est très difficile. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est pas dans ce contexte-là, pas finale de Coupe du Monde. Oui, mais tu as quand même des enjeux. Tu es souvent confronté à des enjeux assez. En Angleterre. Voilà. En Angleterre, tu te fais insulter tout le temps, quoi. Tout le temps. Comment je fais en fait pour garder mon calme alors qu'il y a tout est là en fait pour que je perde mon sang-froid. Comment je fais pour je me dis quoi à ce moment-là pour parce que tu dis tu vois c'est important, je reviens au respect, je reviens à ce que mes parents me disent, mais à des moments je veux dire avec la fatigue, la pression c'est ça. Puis on est des êtres humains. Enfin, je veux dire une part de vulnérabilité en nous qui fait que parfois on faute. Et comment on fait pour justement qu'est-ce qu'il faut se dire à ce moment-là pour pas se tomber dans le piège? Parce qu'on peut le dire, hein, Zizou est tombé dans le piège. Mais bien sûr qu'il est tombé dans le piège de Materazzi. Et c'est Materazzi qui a gagné, quoi. Mais aujourd'hui, bien évidemment qu'il regrette ce qu'il a fait. Et il sait que ce qu'il a pu faire à ce moment-là, c'est pas bien, quoi. Mais il en est conscient. Mais disons que comment on fait, parfois c'est tellement dur, quoi. Alors, il faut se contrôler. Il faut garder cette lucidité, il faut garder cette concentration. Et puis, tu as des joueurs qui sont bons dans ce domaine-là. Ils te dégoupillent, bien sûr. Ça fait partie du jeu. Moi, je l'ai rencontré plein de fois quand je jouais à Arsenal. Mais bon, parfois, tu dis rien. Et encore une fois, ça dépend du match, ça dépend du contexte. Tu es en train de perdre, le mec, il t'allume. Toi, tu vas répondre parce que, hop,
parce que le match, tu l'oublies, t'as qu'une envie, c'est de le défoncer. Enfin, c'est ça. Ben oui, non, mais c'est ça. C'est ça la provocation. C'est quoi la meilleure stratégie? La meilleure stratégie, c'est de l'humilier. Sur le terrain, les dribbles. Par le jeu. Par le jeu. Moi, il n'y avait que ça. Moi, il n'y a aucun problème. Ok, moi, tu peux m'insulter. Mon père, ma mère, enfin bref, c'est les insultes qui vont avec. Mais par contre, si je peux t'humilier, je vais t'humilier. Ah ouais, sans problème. Et c'est là où il faut être fort. Et c'est là où c'est là où je voulais être méchant. Ouais. Dans ton jeu. Et là, tu manques pas de respect à l'autre. Non, pas du tout. Non. Non, parce qu'il me provoque. Ok. Toi, tu me provoques avec la parole. Moi, par contre, je vais te provoquer avec les pieds. Et tu fais comment dans la vie? C'est-à-dire si tu tombes, si t'as en face de toi quelqu'un qui... aujourd'hui je fais face à des personnes qui vivent, que ce soit en entreprise ou dans leur vie perso, quand t'as face à quelqu'un qui t'humilie ou qui te provoque, comment tu fais pour gagner? Ta stratégie, en fait, si t'as pas le ballon, tu fais comment aujourd'hui? Alors, ça dépend de l'âge. Et quand je dis l'âge, c'est l'expérience, quoi. Aujourd'hui, je sais que si demain je refais un tournoi de foot, je sais que je vais être provoqué parce que les joueurs en face de moi n'ont qu'une envie, c'est de m'humilier, entre guillemets. Mais il faut rester concentré, quoi. C'est tout. Parce que je sais que le mec, il va vouloir, il aura qu'une envie, c'est de dribbler Robert Pires. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est pas grave, il peut me dribbler, hein, aucun problème. Hein. Aujourd'hui, je ne dirai rien. Aujourd'hui, tu ne dis rien avec le recul parce que tu as l'expérience. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement de pouvoir profiter de ton expérience et se dire, quand je fais face à des situations compliquées, tu sais que dans le coaching, on s'inspire beaucoup du sport. C'est bien. Oui, c'est vrai, on s'inspire beaucoup du sport pour se dire, si je suis dans une situation très complexe, que ça soit dans une négociation ou quelque chose de difficile en tout cas, comment je fais pour garder mon calme, mon sang-froid et rester focus. Toujours positif. Ouais. Alors c'est facile à dire, mais il faut toujours être positif. Ouais. C'est important. Ouais. En mars 2002, tu es au sommet. Mars 2002, oula, oui. Tu es au sommet. Meilleur joueur de Premier League et tu te fais les ligaments croisés. On le dit, hein, les ligaments croisés, c'est quoi? C'est 8 mois de récup? 6 mois. C'est 6 mois de récup. Et là, tu rates la Coupe du Monde. Tu vas pas. C'est brutal, hein? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu es au sommet. C'est dur. C'est dur, hein? Ouais, très dur. Ouais. Tu te dis quoi? C'est injuste? Non. C'est quoi? Enfin, c'est quoi? Tu dis comment? Pourquoi injuste? Non, ça fait partie du jeu. Je sais qu'à ce moment-là, oui, j'étais dans une grande forme. Et puis, c'est le destin et j'étais fatigué. J'étais fatigué peut-être mentalement. Et c'est pour ça que je me suis blessé, quoi. Mais c'est un peu le problème que l'on a, c'est-à-dire que quand on est joueur de foot, on veut toujours jouer. Et dès qu'on joue pas, on pleure. On va demander à l'entraîneur pourquoi je joue pas. Mais bon, bref, les joueurs, on pleure souvent, ça c'est clair. Mais en fait, j'aurais peut-être que ce match-là, j'aurais pas dû jouer. Ouais. Mais comme j'étais bon. Et comme je pensais qu'il ne pouvait rien m'arriver, je me suis dit non, je vais jouer. Et même Arsène Wenger, je crois un jour il a dit, mais il m'a dit, mais en fait, Pires, j'aurais dû le faire souffler. Mais comme il était tellement bon, t'as envie de le faire jouer, quoi. Donc c'est compliqué. Même pour lui, c'est délicat. Parce qu'il sait pertinemment que s'il me met remplaçant, je vais venir, je vais râler, je vais dire non, mais moi je suis en forme, je veux jouer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le dessin. Mais comment tu peux savoir si tu es en forme ou pas? Enfin, je veux dire, fatigué, tu le sais aussi. Je veux dire, comme dans le tennis, par exemple, je suis en souffrance ou c'est de la douleur. Et quand c'est juste de la douleur, je continue. Si vraiment je souffre et que ça risque de me pénaliser pour le reste des tournois, là, la décision, c'est d'arrêter. Oui. Le joueur de foot, c'est comment, en fait? À quel moment il se dit, là, faut que je me prenne? En fait, d'abord, c'est lui qui décide ou c'est son coach qui décide? Non, l'entraîneur décide. L'entraîneur. Alors, l'entraîneur décide, prend la responsabilité, mais après... En concertation avec le joueur. C'est ce que j'allais dire. Après, il y a la communication entre l'entraîneur et le joueur. Mais en fait, tu le sais et tu le ressens personnellement, c'est qu'en termes de vitesse, déjà, tu perds un peu moins. Tu fais moins la différence. Et c'est là, à ce moment-là, tu sens que bon... C'est là où c'est l'indicateur qui te permet de savoir que tu es un peu fatigué. Ouais, exactement. En tout cas, sur mon cas personnel, c'était l'indicateur. Ouais. Perte de vitesse et surtout, je ne faisais plus la différence sur les dribbles. Et c'est là où tu commences un peu à être fatigué, Donc mentalement. Tu peux mesurer, tu peux arriver à savoir. Oui. Ok, parce que mais même l'entraîneur, il le voit. Hein. Il le voit. Bien sûr qu'il le voit, bien sûr. Ok, donc ça c'est en 2002. Oui. Mais c'est pas fini parce qu'en 2006,
encore une fois, rupture des ligaments croisés. C'est rare de revenir 2 fois à haut niveau parce que ce qu'on dit, c'est que tu as eu les ligaments croisés, tu reviens, tu retrouves ton niveau et ça se reproduit en 2006. Là, tu reprends les mois de rééducation, tu te dis quoi? La première fois, tu te dis c'est la vie, ça arrive, j'étais fatiguée. En fait, c'est la même chose. Là, à ce Tu te moment-là, je redis suis aussi la fatigué. même chose Ouais, je suis fatigué. Ouais. Pourtant, on est en début de saison, mais je sais pas. C'est peut-être l'accumulation de ce qui s'était passé la saison précédente avec Arsenal, où on avait joué la finale de Champions League, donc on avait eu une grosse saison. Alors, bien sûr, j'étais parti en vacances, mais peut-être que je me suis pas reposé comme je devais me reposer. Après, je réenchaîne avec Villarreal et c'est à ce moment-là où je me blesse. Donc, pour moi, c'est juste question de fatigue et surtout manque de concentration par rapport à cette blessure. Parce que je pense que j'aurais dû, quand je me blesse, j'aurais dû maîtriser mon geste. Quand je réceptionne mon genou, enfin je saute, et quand je réceptionne, en fait j'ai le genou qui tourne. Et c'est là où je fais rupture du croisé. Mais après, en fait la deuxième fois c'est facile, quoi. Parce que je connais le chemin, quoi. Je sais ce qu'il faut faire. Alors la première fois j'ai souffert, non. Ça a été un long chemin parce qu'en fait tu sais pas où tu vas. Et ce qui est marrant, c'est que je passe d'un sport collectif à un sport individuel. C'est-à-dire que je me retrouve du jour au lendemain. Alors, il y a l'opération, la rééducation. Quand je commence à recourir, en fait, je suis tout seul avec le préparateur physique. Oui. Mais t'es tout seul. Tout seul. Et là, c'est plus avec les autres. Mais non, parce qu'en fait, c'est ça qui est fou, c'est que t'es mis de côté, quoi. Parce que la vie, elle continue. C'est horrible. Ah ouais, mais c'est normal, parce que la vie, elle continue, parce que l'équipe, elle est là, parce qu'elle a un championnat à jouer, parce qu'elle a un championnat à gagner, des matchs à gagner. Mais toi, t'es à côté, quoi. Et je me souviens, Arsenal, la première fois, c'est-à-dire que d'un côté, t'avais le groupe qui s'entraînait, moi, j'étais de l'autre côté tout seul. Et c'est dur. Mais, encore une fois, mentalement, moi, j'allais dire une belle épreuve, ouais, c'était pas mal. Ouais. J'ai appris. Là, qu'est-ce que tu apprends quand tu dis mentalement? En fait, quand on te fait pas de cadeau, quoi. C'est-à-dire que tu peux vite être mis de côté, quoi. Ah ouais. Et qu'il faut, en fait, si tu veux retrouver le groupe, t'es obligé de travailler et de faire beaucoup, beaucoup plus d'efforts, quoi. Et t'as pas de temps à perdre. Parce que quelqu'un, dans le groupe, est en train de prendre ta place. En plus? Bah oui, bien sûr, c'est normal. Et là, Et donc, non, mais après, mentalement, c'est un travail... ça a été un travail intéressant, vraiment. Donc moi, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai souffert. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai vomi après un entraînement quand j'étais tout seul avec le préparateur physique. Mais je savais qu'à un moment donné, ça allait payer pour que je retrouve le groupe et que je retrouve ma place de titulaire. Et c'est ce qui s'est passé. Entre le moment où tu vis toutes ces tempêtes et tu reconstruis, parce qu'on se le dit, c'est pas arrivé du jour au lendemain, parce que tu vis quand même, tu as 6 mois de rééducation, tu es tout seul, quelqu'un peut te prendre ta place. Quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un a pris ta place. Oui. C'était qui? À l'époque, c'était José Reyes. Quelqu'un te prend ta place avec tous les efforts que tu as donnés. Comment tu fais pour co-construire? Tu fais quoi? Tu te retournes vers qui? Vers quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu fais pour remonter la pente? Est-ce que tu as des phrases? Est-ce que tu t'es accompagné de qui est ton entourage? En fait, l'entourage est le même, donc c'est la famille. D'accord. Et puis surtout la structure familiale, c'est-à-dire... Là, quand tu dis famille, c'est encore ton père et ta mère. Ouais, mais après, bon... tu as ta famille. Ouais. Et donc, eux sont aussi là pour toi. Oui, beaucoup. En 2002, ils m'ont beaucoup aidé. Le chirurgien est important, parce que c'est lui quand même qui t'opère. Ensuite, tu rentres dans une phase de rééducation. Ce que j'ai fait, c'était au centre, au CERS à Saint-Raphaël. Donc, pareil, tout le personnel m'a pris un peu sous son aile. Son aile. Voilà, j'ai été chouchouté. Bien chouchouté. Et ensuite, tu as le préparateur physique, avec qui j'ai vécu pendant 5 mois. C'était Tibur Zarou, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Mais je pense que grâce à lui, j'ai pu revenir. Parce qu'il m'a accompagné, parce qu'il m'a aidé, parce que j'ai souffert. Moi, excusez-moi du terme, mais parce que j'en ai chié, quoi. Mais tout seul. Dans la solitude. Ah ouais, mais là, dans la solitude. Tu reconstruis ta force dans la solitude. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais j'ai pas le choix, en fait. Et il me disait toujours, parce que, encore une fois, on pleure toujours. On se plaint toujours, nous, les joueurs de foot. C'est comme ça. Et parfois, il me disait, mais tu sais pas ce que tu veux, toi. Il me dit à chaque fois, tu veux retourner avec le groupe? Moi, je lui dis oui. Et il me dit, mais c'est pas avec cet état d'esprit que tu vas réussir. En fait, il me provoquait, il me piquait
pour que j'inverse un peu les choses dans lesquelles j'étais habitué, c'est-à-dire une zone de confort. Mais là, il fallait que je sorte. Sorte de ta zone de confort. Mais bien sûr. Et il a réussi. Il a réussi parce que tous les jours, il me piquait. Et puis bon, j'ai changé un peu d'attitude, c'est-à-dire d'aller... T'étais plus dans la posture de victime, mais plutôt dans celui qui veut retourner rejoindre les autres, en fait. Exactement, t'as tout compris. Et donc, il fallait que je me fasse mal, mais vraiment mal, quoi. Et là, mais le problème, c'est que t'es tout seul. C'est-à-dire que t'as pas de coéquipier. Hein. Et donc, je l'ai toujours dit, donc grâce à Tibur Darou, je suis revenu sur les 2 fois. Ouais. Après mes 2 blessures, je suis revenu sans problème. Ouais. Et ça t'a mis combien de temps? 6 mois? Oui, pour 6 retrouver mois. ton niveau? Non, pas jouer, non, mais non. retrouver ton niveau? Tu te blesses, alors tu reviens au bout de 6 mois, et pour retrouver un certain niveau, il faut minimum 4 mois après, encore. Ouais. Parce que c'est comme ça, c'est le tarif. En tout cas, c'est ce que m'avait dit le chirurgien, et on a suivi le protocole, et puis ça s'est très bien passé. C'est quoi ton secret de stabilité intérieure? Enfin, tu le dis honnêtement, tu dis j'en ai chié, c'était très très dur, mais heureusement que tu étais bien entouré. Mais au final, on sent quand même une certaine stabilité intérieure en toi qui reste la même. Ouais. Comment, je sais pas. J'ai été formé comme ça, quoi. Mais en fait, je suis content de tout ce qui m'arrive, mais ce que l'on me demandait, c'était d'être joueur de foot, quoi. Après, entre guillemets, je m'en fous, quoi. Tout ce qui se passe à côté, je m'en fous, quoi. Mais Ça vraiment. t'intéresse pas? Non, parce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai sauvé personne, quoi. Moi, je sais juste jouer au foot, quoi. Même en gagnant beaucoup d'argent, on perd pas la tête. Oui, mais ça, c'est... Non, pas... Non, grâce à Dieu, aujourd'hui, tout va bien. J'en ai gagné, hein. Et je suis fier de ce que j'ai pu faire. Mais bon, moi, le plus important, c'est d'être heureux, quoi. Voilà. Et puis, de savoir la chance que j'ai eue et de faire certainement le plus beau métier du monde, quoi. Celui de footballeur professionnel. C'est quoi être heureux pour toi? D'être... je sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, moi, je le suis tous les jours. Dès que je me lève, je suis content. Tu sais oui, pourquoi je suis ça? souriant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'être moi, je suis heureux, positif, toujours. c'est d'atteindre tel objectif. Oui, mais je l'ai atteint. Hein. Tu l'as atteint, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est parce que tu as atteint cet objectif que tu es devenu heureux ou parce que tu l'étais déjà, en fait? Je pense que je l'étais déjà. Je pense que l'éducation, pour moi, a été très bonne. Et puis que, j'ai suivi un peu le chemin qui m'était un peu destiné. Alors, il y a des embûches, il y a des sacrifices à faire. Je les ai faits et en tout cas, ça a été important pour moi de réussir comme ça, avec ce modèle-là, c'est-à-dire ce modèle-là d'être gentil, même si je suis Scorpion. Mais disons que j'ai toujours voulu être positif, même dans la difficulté, quoi. Même dans une certaine douleur, justement quand t'es tout seul, tu vois, quand t'es mis un peu à l'épreuve. Même quand, par exemple, tu vois, sur ma première, parce que je me parlais de ma première blessure, quand il m'a dit Robert, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est rupture du ligament croisé. Il me dit t'en as pour 6 mois. Alors c'est dur à entendre parce que je sais que 3 mois après il y a la Coupe du Monde. Bien sûr, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais je me suis dit mais en fait c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est juste, je l'ai dit, c'est juste un ligament croisé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que après une certaine période, je vais revenir. Et donc, moi, j'ai toujours été positif, même dans la difficulté. Donc, c'est pour ça, pour moi, être heureux, c'est d'être positif, ouais. Il y a une étude qui a été faite par Harvard. Ouais, c'est quoi? Qui dit, dans les pays développés... Chaud. Non, dans les pays développés, ils sont peut-être un peu moins chauds. Dans les pays développés, en fait, la relation entre le bonheur et l'argent, elle existe. C'est-à-dire, c'est faux de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il le fait jusqu'à un certain montant. Il contribue. Alors, je te donne pardon. Ils disent que c'est jusqu'à 150 000 euros. Dans les pays développés, l'argent a un impact sur ton bonheur. Mais au-delà de 150 000, c'est-à-dire que tu gagnes 150, 1 million, 10 millions, 100 millions ou 200 millions, ça n'a plus aucun impact sur ton niveau de bonheur. Parce que tu peux répondre à tes premiers besoins, alors qu'à partir de que tu en gagnes 150 ou 10 ou 30, ça ne change rien. Et donc, c'est pour ça que je te demandais, c'est quoi pour toi être heureux? C'est te lever le matin, c'est de voir le bon côté des choses, c'est de se dire, bon, je suis en bonne santé, ma famille va bien. Tu te dis, c'est quoi, en fait? Déjà, je remercie Dieu parce que je suis croyant. La foi dans tout ça, c'était une question que je voulais te poser aussi. Oui, moi, je suis croyant, hein, bien sûr. Mais je vais pas à l'église parce que j'y allais jeune. J'étais baptisé.
catholique, mais disons que ça c'est juste personnel, quoi. Donc moi, dès que je me réveille, je remercie Dieu. Et puis après, je suis content parce que je suis en bonne santé, parce que les enfants sont en bonne santé, parce que mes parents sont en bonne santé aussi. Et c'est le plus important. Alors, l'argent que j'ai pu gagner en tant que footballeur professionnel, bien sûr, me permet d'avoir un rythme de vie qui est plutôt intéressant, qui est plutôt bon. Et à aucun moment je vais me plaindre. Mais c'est vrai que ça contribue à ce que je vis actuellement, quoi. Donc j'ai arrêté le foot, c'était en 2011. Et aujourd'hui, je vais bien. Alors, oui, je gagne beaucoup moins qu'à l'époque, mais je suis... Mais tu es heureux. Ah ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr. J'ai été heureux quand je jouais au foot et je suis heureux aujourd'hui à la retraite. Tu es à la retraite aujourd'hui ? Pas la retraite du football. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, voilà, j'ai plusieurs fonctions. Alors déjà, je suis consultant pour Canal+, surtout pour la Première Ligue et de temps en temps la Champions League. Et puis après, j'ai cette chance d'être ambassadeur d'Arsenal, de l'UEFA, de la FIFA, de Puma, qui est aussi mon équipementier. Je fais maintenant des séminaires aussi en France. Et donc, c'est pour ça que tout va bien. Tu fais des séminaires sur quoi ? Sur le parallèle entre les entreprises et le football en général. Génial. Ouais. C'est un peu aussi dans ce podcast, donc, bien, on essaie aussi de faire ce parallèle. C'est un vrai parallèle entre le monde professionnel, tout ce qui est entrepreneuriat et le football. C'est quoi pour toi le parallèle, par exemple, entre les trois ? Déjà, c'est un travail et c'est un sport d'équipe. Hein. C'est pour ça que les entreprises s'identifient peut-être beaucoup au football, au rugby, tu vois, un peu les sports co. Et justement, ils veulent savoir un peu notre ressenti, comment on se prépare, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Il faut faire des sacrifices, pas des sacrifices. Est-ce qu'il faut prendre surtout quand tu prends des bonnes décisions. Parfois, tu n'en prends pas. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu prends pas des bonnes décisions ? Donc voilà, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. Ça se passe dans un club de football. Et c'est juste après, tu as des chefs d'orchestre, tu as un président, tu as un entraîneur, et puis tu as un capitaine. Et puis tout ça, il faut qu'il y ait une bonne connexion et puis surtout un bon mélange entre les personnes. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas être amis avec tout le monde, mais bon, il faut essayer de s'entendre au maximum parce que en fait, que ce soit le club ou alors l'entreprise, on veut tous aller dans la même direction, c'est de gagner ou d'atteindre un objectif. En tout cas, vous êtes tous alignés par rapport à ça. Vous êtes tous autour de cet objectif, on veut tous gagner. À partir du moment où le championnat commence, alors que tu joues à Marseille ou Arsenal, l'objectif, dès le départ, la première journée, c'est d'être champion. Voilà. Donc ça, déjà, ça vous rassemble. Ça nous rassemble, parce qu'on part dans la même direction. Alors après, on ne sait pas ce qui se passera, mais je pense qu'une entreprise, elle a un objectif aussi. Et c'est la même chose. Donc voilà un peu ce que je fais actuellement. Saison 2003-2004, 38 matchs, 0 défaite, les invincibles. C'était quoi le mindset dans ce vestiaire ? Arsène Wenger et le groupe qu'il a construit. Ouais. Oui, parce que il est allé chercher les talents qu'il fallait, les joueurs étrangers, avec le socle de joueurs anglais. Et puis lui, il a fait sa sauce, il a mélangé tout ça, et puis voilà, ça donne le résultat que tu viens de donner, c'est-à-dire une saison invincible, ce qui est fort, ce qui était très dur, surtout à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, parce que le record, il est toujours présent. Donc on est fiers de ce qu'on a fait, et puis surtout que ce qu'on a réalisé à ce moment-là, peut-être qu'on n'en était pas conscient, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, on a marqué les esprits. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu de lui, d'Arsène Wenger ? Le meilleur conseil, la meilleure phrase que tu gardes encore en tête de lui ? En fait, j'ai toujours été libre avec lui. Je ne sais pas pourquoi. La phrase, elle est simple. Hein, joue comme tu sais jouer, quoi. Change rien, en fait. Change rien. En fait, il t'accepte comme tu es, il te valorise il te connaît bien. Mais oui, mais c'est pour ça. En fait, il veut pas me changer, ou il veut pas nous changer. Il veut juste nous améliorer. Tu vois ou pas ? Et c'est ce que je te dis tout à l'heure. Les défauts, il m'a dit, mais moi, je m'en fous de tes défauts, complètement. Il me dit, par contre, tes qualités, on va les travailler. Donc, et c'est pour ça que je pense que je suis resté 6 ans. Et c'est là où on va vers sa zone de génie.
C'est que si tu travailles ta zone de talent, tu passes de expert à excellent à passer à ta zone de génie. Toi, tu joues à gauche, tu étais le lien, tu crées le tempo, tu fais jouer les autres. Bravo. C'est quoi ton super skill? Alors moi, j'ai dit que c'était l'intelligence relationnelle en fonction de ce que j'ai... Je- Voilà, en Non, analysant un peu ta zone de génie, c'est quoi? euh, En ayant travaillé tous ces talents, tu je vois? sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une bonne question, Nadia, mais euh, enfin, moi, c'est pas à moi de répondre, quoi. Tu sais pourquoi je te dis ça? Je Parce sais que pas, je mais pense c'est pas à qu'on a moi de du... répondre, quoi. Je sais pas. C'est pas à nous... Enfin, ce que je veux dire, je trouve que c'est important d'accepter qui on est. Et quand on dit d'accepter on est, c'est pas accepter que sa zone de vulnérabilité. Il faut aussi Mhm. accepter sa zone Mhm. de génie, là où on est très très bon. Et pour moi, c'est que à partir de là où on devient heureux. Et quand on Bien est sûr, bien, ben, on est performant. bien sûr. Et toi, justement, en ayant travaillé grâce à ton coach qui t'a mis à l'aise, qui t'a laissé libre Mhm. d'être Oui, qui tu étais, oui. tu as travaillé tes talents. À ton avis, ça a été lequel vraiment pour toi ton super talent? Celui qui se démarquait des autres, ta vraie valeur ajoutée qui a servi le collectif. Je, Est-ce que c'est je suis- l'intelligence situationnelle, relationnelle, facilitateur? j'ai toujours aimé le football parce que c'est déjà avant tout un sport collectif et que pour moi, la connexion, c'était surtout de la passe. Moi, moi, je pense que Un j'étais un très bon passeur. passeur. Ouais, très bon passeur. Si je dois me mettre dans une catégorie, ouais, très bon passeur. Parce que, en fait, c'est ce que j'ai appris quand j'étais au centre de formation à Reims et à Metz. Et que, déjà, avant tout, quand j'étais sur le terrain, j'étais hyper heureux. Moi, je voulais jouer, quoi qu'il arrive, je voulais jouer. Mais après, je me suis perfectionné dans la passe. Et c'est vrai que je pense que j'avais un taux de réussite assez élevé. Ouais. Et parce que c'était un peu mon objectif à chaque fois. De faire déjà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de faire le bon contrôle pour pouvoir faire la bonne passe. Et c'était mon objectif. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'on se souvient de toi et que tu laisses une trace dans le football? Je sais pas. Alors encore une Mais tu fois, sais, c'est un beau non, mais message que oui, oui, tu non, mais lances parce que tu vois, non, mais c'est l'élégance, la gentillesse, le respect de l'autre. élégant. Oui, je pense que je l'ai été. Tu l'as Oui, été. oui. Et de pas chercher forcément la lumière, mais en même temps, tu t'imposes. On se souvient de toi. Tu laisses, enfin, moi, en tout cas, Ouais. enfin, je te le dis très franchement, je regarde pas le foot tous les jours, mais j'ai quand même plongé là-dedans, donc je suis très contente parce que j'ai appris pas mal de choses. C'est J'ai cool. appelé aussi 2-3 personnes des accros au foot. Qu'est-ce que tu penses de Robert Pires? Je te donnerai d'ailleurs, je les ai noté les phrases. Voilà, je les ai, je vais te les dire, hein. Vas-y, je t'écoute. Je les ai mis entre guillemets. J'ai un mec classe, jamais un mot plus haut que l'autre. Un mec qui a jamais triché, hyper respecté dans le vestiaire, même par les stars. Un joueur qui avait toujours une passe d'avance dans la tête. C'est vrai ou pas? Ça, c'est Mais des gens qui connaissent bien le foot. en fait, déjà, tu les remercieras parce que ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est ce que j'apprends à mes garçons parce qu'ils jouent au foot, c'est-à-dire que avant de recevoir le ballon, il faut que tu fasses un scanner. Bon, attention, ça va vite, hein. Mais il faut que tu fasses un scanner de tout ce qu'il y a sur le terrain. Déjà, où sont placés tes coéquipiers? Parce que quand tu vas recevoir le ballon, déjà, tu sais où il est et là, tu vas pouvoir faire la passe. Et ça, c'est hyper important. C'est ce que disait cette personne, c'est le temps d'avance. Mm. Donc, parce que, en fait, je pense que j'allais vite. Ouais. C'est-à-dire que j'allais vite soit sur le contrôle passe ou soit sur la passe en une touche. Et c'est. Voilà, je pense que j'ai trouvé le mot. Je suis un accélérateur de jeu. Accélérateur de jeu. Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. Parce que tu me demandais une définition. Mais oui. Voilà, j'ai eu un flash. Je pense Eh ben, à un écoute, accélérateur de jeu. Ouais. tu vois, c'est un super message. C'est un super message d'arriver, même quand on est humble, faut Mais il savoir faut. aussi se dire, je sais que je suis très bon là-dedans. Mais très comme bon, je peux être vulnérable dans d'autres Oui. choses et pas être bon dans... Voilà, mais je suis Non, mais bon là. Très bon, je pense que je l'ai été. Mm. Mais après, il faut rester humble parce que. Mais parce que je sais juste jouer au foot. Enfin, j'en reviens depuis tout à l'heure à la même chose, mais c'est que ça, quoi. C'est que ça. Si on fait le parallèle à ta vie, si on fait le D'aller parallèle plus à loin. ta vie quand tu parles de Ouais. ce super talent, est-ce que tu le vis dans ton quotidien, dans tes relations avec les autres? Parce que je pense que quand tu dis je trouve en fait un peu ma zone de génie dans tes relations, est-ce que tu penses que on peut faire un parallèle dans ta vie d'aujourd'hui, dans les métiers que tu as aujourd'hui, dans tes relations avec les autres, dans tes relations familiales?
Mais je change rien, moi je suis naturel. C'est une philosophie de vie. C'est ma philosophie de vie. Ouais. Moi je veux rien changer. J'ai été éduqué comme ça et j'irai jusqu'au bout comme ça, quoi. Discret, pas de vagues, intelligent dans ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'être le plus bon et je sais pas si ça se dit, mais le meilleur sur le terrain. Aujourd'hui c'est fini, mais je travaille et c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire qu'on me demande de faire des analyses, par exemple sur Canal+, je le fais, mais toujours en étant modéré, quoi. Parce que je sais pas être méchant, parce que j'ai pas envie de critiquer un joueur, parce que j'ai pas envie de critiquer un entraîneur. Tout simplement parce que je sais et je l'ai vécu. Ce que eux ressentent sur le terrain, je l'ai vécu pendant 19 ans. Donc ça sert à rien. Mais j'essaye d'apporter une certaine analyse et de dire pourquoi il est bon, pourquoi il est pas bon, pourquoi il a loupé ci, pourquoi il a loupé ça. Ça, oui. Ça, je sais le faire. Ok, tu as eu 2 entraîneurs, donc Aimé Jacquet et Wenger. Tu retiens quoi des 2 en parallèle? Déjà, Ces 2 leaderships radicalement, on a dit, ils étaient radicalement différents. Déjà, merci parce qu'ils m'ont sélectionné, ils m'ont choisi. Déjà, le premier, Aimé Jacquet, puisqu'on est en 96, et il me sélectionne, c'est ma première sélection. Août 96. J'avais quel âge? 22. Très jeune. Ouais, très jeune. Ouais. 22-23. Et puis, en fait, à ce moment-là, je rentre de nouveau dans une autre galaxie, quoi. C'est l'équipe de France, c'est l'élite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, à aucun moment, je voulais être joueur de foot, mais à aucun moment, je voulais jouer pour l'équipe de France. Parce que pour moi, c'était impossible. Tu pensais que tu... Mais non, jamais. Mais jamais de la vie. Mais non. Moi, quand on me demandait, je disais quand j'étais donc à Reims, je disais non, moi, je veux juste être joueur de foot. Je veux juste jouer professionnel, au foot. jouer au foot. Et l'équipe de France était inimaginable. Mais non. Et pourtant, j'ai rêvé avec le carré magique de l'équipe de France, Platini, Tigana, Giresse, Fernandez. Ou même à ce moment-là, Diego Maradona, tu vois. Parce que c'était le summum. Et que l'équipe de France, pour moi, c'est l'élite. Et que pas que je me sous-estime, mais que c'était impossible d'y accéder, quoi. Donc, tu reviens à ce que tu aimes faire. Je veux juste jouer au foot. Je veux jouer au foot. Sauf que là, je rentre dans une autre galaxie parce que Aimé Jacquet m'appelle. Et qu'on est 2 ans avant la Coupe du Monde. 98. Ouais. Donc, tu vois, en fait, ma carrière, elle est faite que des étapes, mais où j'avais rien programmé. Pour être honnête avec toi, à part le fait d'être joueur de foot. Voilà, c'est le seul truc que j'avais. Mais après, le reste, non, j'avais pas programmé. J'avais pas programmé d'aller en équipe de France. J'avais pas programmé, surtout à ce moment-là, à l'époque, on est dans les années fin 90. À aucun moment, je me suis dit, ouais, je vais jouer à l'étranger, quoi. À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais jouer en Angleterre ou je vais aller jouer en Espagne. Non, impossible. Donc, en fait, c'est venu petit à petit. Tu l'as fait progressivement et ça, je fais le lien par rapport aux personnes qui viennent me voir, qui me disent je veux changer de projet, qui sont par exemple en entreprise et qui veulent lancer leur boîte. Ils me disent bon, par quoi je vais commencer? Et je leur dis ce par quoi tu dois commencer, c'est tu dois commencer par faire quelque chose que tu aimes faire. Déjà, il faut arriver à identifier ce que tu aimes faire, quelque chose dont les gens ont besoin. Donc le foot, les gens en ont besoin. Quelque chose pour lequel tu peux être payé et quelque chose où tu es bon. Et pas forcément avoir je veux, parfois ils viennent, ils disent, il m'est déjà arrivé, je veux gagner tant par an. Ça, c'est pas un objectif. En fait, l'objectif, c'est de commencer de faire quelque chose qu'on aime faire. Bien sûr. Quand tu regardes le football actuel, est-ce que tu te reconnais dans l'esprit du jeu ou est-ce que tu vois un sport qui s'est transformé ces dernières années? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est un peu transformé, il a un peu changé. Mais en fait, j'aime pas comparer notre époque et celle d'aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que même nous, les anciens, en fait, on est obligé de s'adapter à c'est un nouveau football. Mais pourquoi il a changé? Parce que en fait, on peut être pour ou contre avec la vidéo, quoi, la VAR. Je pense que la VAR aujourd'hui, elle a changé beaucoup de choses, beaucoup de mentalités. Surtout, moi je trouve avec les arbitres. Je sais pas si... Je pense que c'est un bon outil, mais je pense qu'on l'utilise pas très bien et ça n'aide pas forcément les arbitres à prendre des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Ouais. Parce qu'aujourd'hui,
je m'aperçois qu'il y a des grands arbitres, mais ils prennent de moins en moins de responsabilités. Et c'est vrai que la vidéo a un peu changé. Ouais. Dans cette direction-là, ouais. Et au niveau des salaires des joueurs, qu'est-ce que tu en penses ? Tant mieux pour eux. Mais non, mais ils sont dans une bonne période. On peut rien dire. Et moi, le premier. Dans les années 2000, quand je signe à Arsenal, je gagne ce que j'aurais jamais imaginé gagner quand j'avais 18 ans. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a une progression, il y a une évolution. J'ai eu cette chance de l'être dans les années 2000. Quand je signe à Arsenal, j'ai pas le même salaire que quand j'ai à l'Olympique de Marseille. Donc ça fait partie du jeu. Les gens disent qu'il y a beaucoup trop d'argent aujourd'hui, mais en 2000, pareil. Hein. En 2000, si tu te souviens de ce que les gens disaient, les gens ne comprenaient pas comment un joueur de foot peut gagner autant. Oui, mais bon, écoute, fallait y penser aussi avant. Tu avais qu'à être joueur de foot et suivre une formation, parce que les gens nous reprochent, mais en fait, on est dans un système et dans une bulle où il y a beaucoup d'argent. Donc, je vois pas pourquoi, si demain je te propose un salaire qui est peut-être assez élevé, pourquoi tu dirais non, quoi ? Tu vas dire oui. Donc, on est non. Parce que les gens critiquent, mais si demain on leur propose le salaire d'un très bon joueur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire oui. Donc voilà, donc il faut à un moment donné, il faut arrêter de pleurer, quoi. Tu vois, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on nous propose X par mois. Bah, tu vas dire oui. Si demain il y a un salarié, on va lui dire je te double le salaire, mais il va dire oui. Donc je vois pas. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème avec les gens. Ils ont un vrai souci avec l'argent et ils ont un souci avec le football parfois. Ouais. Je trouve que c'est spécifique à la France ou non, c'est spécifique. Non, c'est spécifique au football. C'est football. Tout. Ah oui. Les gens comprennent pas comment un joueur de foot gagne autant pour savoir taper dans un ballon. Bah écoute, il fallait, quand t'avais 15 ans, il fallait penser à jouer au foot, quoi. Voilà. Donc après critiquer, oui, c'est toujours facile, mais on sait qu'on est dans un système à part, il n'y a aucun problème. Donc en 2000, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, les mecs gagnent beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai gagné. C'est pour ça que je te demande là, c'est pour ça, les sommes sont assez folles. Mais elles sont folles, mais ça fait partie du jeu. Alors aujourd'hui, si un président peut donner, je sais pas, je vais dire, allez, 5 millions ou 10 millions d'euros par an à un joueur, c'est qu'il peut. Est-ce qu'il les mérite ? Ça, c'est un autre débat. Mais s'il peut lui donner, le joueur, il va dire oui. Donc que les gens arrêtent de pleurer, parce que si on leur propose la même somme, ils vont dire oui, je signe. Il est où le papier que je le signe ? Donc c'est toujours pareil. Si tu devais te retourner, tu dirais quoi au Robert qui a 20 ans ? Je vais me retourner ? Oui, te retourner en arrière, parler à Robert qui a 20 ans, tu lui dirais quoi ? Bravo. Si tu devais Bravo, je te félicite. Oui, parce que c'était pas prévu que je fasse une carrière, ou qu'il fasse une carrière comme celle-ci. Non, pas du tout. Lui, il voulait juste jouer au foot, signer professionnel au Stade de Reims, et basta, quoi. T'aurais un conseil à lui donner ou pas ? Pour lui faire gagner du temps ? Non. Tu le laisserais vivre tout ce qu'il a vécu Oui, parce qu'en fait, je pense que ça a été un peu à l'image ça a été un peu à mon image. C'est-à-dire tout ce qui m'est arrivé, c'est ultra naturel. En fait, j'ai rien programmé. C'est venu naturellement. Tu vois, je suis à Reims, après je vais à Metz, après je vais à Marseille, mais je l'avais pas programmé tout ça. Mais ça s'est construit. Mais ça s'est construit. Ça s'est pas arrivé, parce que souvent les gens pensent que c'est arrivé comme ça, mais non, mais ça moi en tout cas je l'ai construit, mais j'y avais pas pensé. Parce que je te dis, c'est pas programmé. Ah non. De toute façon, ça peut pas se programmer, parce que quelque part il y a des choses que tu contrôles et d'autres que tu. Oui, mais aujourd'hui les joueurs se programment ou se projettent déjà dans un futur. D'accord. Bah oui, bien sûr, mais c'est normal, parce que les choses, elles ont changé, parce que tu as les réseaux sociaux, et puis parce que tu vois tout, quoi. Aujourd'hui, ça va tellement vite. Alors, c'est vrai que la différence entre eux et nous, c'est ça, c'est que les réseaux ont fait que c'est un accélérateur peut-être de vie, et puis que les jeunes, aujourd'hui, ils sont impatients, c'est-à-dire qu'ils veulent jouer. Et que moi, je trouve qu'aujourd'hui, tu as des jeunes qui ne respectent plus la hiérarchie, quoi. De suite, ils veulent te marcher dessus, ils veulent jouer à ta place, quoi. Et à l'époque, c'était pas comme ça. Ces jeunes-là, si tu devais leur transmettre un seul skill humain, ce serait quoi ? Respecter. Respecter les autres. Je crois que c'est hyper important, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je leur dirais.
Est-ce que Si tu as du parmi tes talent, enfants, il y a un joueur de foot ou pas? pardon? Est-ce que parmi tes enfants, il y a un futur joueur de foot ou pas? Bah, j'ai 3 enfants, une fille, 2 garçons. Les 2 jouent. T'en as un qui joue au FC Metz, qui a 17 ans. Le petit, il a 13 ans, il joue au PFC. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur donnes des Que c'est conseils? pas, oui, bien sûr, Qu'est-ce que tu leur dis? que c'est pas facile d'accéder au monde professionnel, mais eux, ils ont un handicap à cause des gens, quoi. Parce que ce sont les fils d'eux. Qui Eh jouent ouais. au foot? Non, oui, parce que ce sont les fils de Robert Pires. Ah, ce sont les fils d'eux, d'accord. Oui. Et ça, c'est problématique. Pas Dans problématique, leur, mais c'est pas facile. Donc Pour s'imposer, Oui. puisqu'ils puissent s'imposer Oui. et être, Oui, bien avoir sûr. leur propre identité. C'est Exactement. ça ce que tu Non, veux parce dire. que oui, ils n'ont pas leur propre identité. Ils sont en le fait- fils de Robert Pires. Ouais. Donc Alors ça que- leur donne une pression supplémentaire. Ah, mais ils l'ont là. Ils l'ont là. Oui. Alors, peut-être pas celui de 13 ans, mais celui qui a 17 ans, oui, déjà, il a la pression. Donc après, ce qui est pas important, c'est que je lui parle. C'est un travail un peu mental, un peu psychologique, mais parce que il sait aujourd'hui que pour réussir, il va falloir qu'il se fasse violence et que ça va pas être facile. Mais aujourd'hui, il est dans une étape où il a compris un peu le message et qu'il est prêt à souffrir, parce qu'il va souffrir. Mais t'es pas son entraîneur. Non, pas du tout. Non, jamais. Je serai C'est son jamais. père. Non, je serai jamais leur entraîneur. Donner des conseils, je leur donnerai. Leur dire ce qu'il faut faire, pas faire. Je pense que je me le permettrai, mais après, non, je suis pas entraîneur. Si on veut donner c'est un peu le rituel du podcast, c'est le Skills Challenge pour développer justement cette intelligence relationnelle. Tu vois, tu dis travail au service du collectif pour qu'on réussisse. Ouais. Je facilite tout ça. Pour développer cette intelligence relationnelle, est-ce que tu aurais un exercice qu'on pourrait mettre en place, facile d'accès, Un comme ça, exercice. pour commencer à développer ce mental Un exercice facile. d'intelligence situationnelle? Est-ce qu'il faut commencer à observer avant de Ah oui, prendre moi, tu dirais quoi, comme tu donnerais quoi Ah, il comme faut, exercice concret? On peut voilà, commencer là dans les 24 heures. La vision, prendre l'information. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, scanner. Scanner les gens qui y a autour de toi, quoi. Et c'est après, de quoi? c'est C'est d'être à l'écoute? Ouais, d'être à l'écoute et puis déjà de se faire confiance, quoi. Parce qu'on joue dans la même équipe, parce qu'on travaille dans la même entreprise et puis parce qu'on va tous dans la même direction, quoi. Moi, je crois que c'est important. La vision, voir un peu. Donc Sur qu'on qui l'explique sur en qui parlant tu as. de vision, c'est savoir un peu ce qui se passe autour de toi. Ah bah bien sûr, oui. Bah, en tout cas, c'est ce que je faisais quand j'étais sur le terrain. C'est-à-dire que même si j'étais pas en action de recevoir le ballon, parce qu'il pouvait être à l'opposé, il faut que tu visualises un peu où sont tes coéquipiers, et puis que ça va vite. C'est-à-dire que quand tu reçois le ballon, paf, tu sais ce que tu peux sais faire. déjà parce que tu as déjà anticipé, tu as déjà scanné, tu as déjà fait tout le travail préparatoire. C'est pour ça que ça dépend si tu joues en une touche ou si tu joues avec un contrôle, une passe. Tu vois ou pas? Je vois très bien. Parce qu'à partir du moment où tu as scanné, tu sais où est ton coéquipier. Donc tu peux jouer une touche tac. Donc c'est un accélérateur de jeu. Ça me rappelle quand j'accompagne mes clients, quand ils sont en communication de crise. En Ouais. fait, tout ça, ça se prépare à l'avance. C'est que tu as déjà écouté les signaux faibles, tu sais déjà ce qui se passe autour de toi et donc tu es prêt. Mais c'est comme les échecs. Tu as travaillé le prévisible et bon, l'imprévisible, tu lâches prise et... Non, mais après, tu fais des erreurs, tu loupes des contrôles, des passes, ce qui est normal. Mais justement, après un échec, il faut vite réagir et vite rebondir. Mais c'est comme les échecs, il faut prendre un temps d'avance, quoi. C'est ça qui est important dans le foot. Donc, il faut visionner ce qui se passe autour de toi. Ma dernière question, c'est aussi un rituel dans Skills, parce que je demande tout le temps à mes invités, vers la fin, qui est-ce qu'ils aimeraient écouter dans un prochain épisode du podcast, quelqu'un qui les inspire ou qu'ils ont, ils voient en eux quelque chose qu'ils peuvent transmettre. Ah, c'est une bonne Ça peut question. être quelqu'un que tu recommandes ou pas, ça Ouais, peut être quelqu'un que tu aimerais bien écouter parce que tu penses que ça vaut le coup de l'écouter, quoi. Alors je réfléchis, mais je pense que je te dirais, bon, en plus je le connais, c'est Cyril Gane, champion de MMA. Ouais, parce que il a une vie qui est incroyable et qui n'était pas destinée non plus au MMA. Mm-hmm. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de savoir comment il a fait et comment il a transformé une vie dans une autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'était pas destiné à ça. Et aujourd'hui, c'est un champion de MMA. Et en fait, du jour au lendemain, il faut accepter d'être dans une cage et puis
bon, excuse-moi le terme, mais de se faire défoncer, quoi. Tu vois, ou alors de défoncer l'autre, parce que c'est ça le MMA. Et ouais, je serais curieux de l'entendre. Cyril, écoute, Cyril Gann. je vais l'inviter. Ok. Si tu es OK pour ouais, partager son sûr. contact, je vais l'inviter. Je vais te donner son numéro, il n'y a pas de problème. C'est ou son super, mail, il y a aucun génial. problème. J'ai fait le tennis, j'ai fait le kickboxing, j'ai fait le foot, MMA, ça serait super. Ouais, intéressant. je pense que ça peut être super intéressant. Très, très bien, ouais. Merci beaucoup, Robert. C'était pas un juste plaisir. une interview, c'est une leçon de calme, de lien, de tranquillité, de maîtrise. Dans un monde où il y a tellement de bruit, la justesse tranquille, ça fait du bien. Et c'est peut-être un des plus grands skills aujourd'hui, avec tout ce vacarme autour de nous. Ouais, malheureusement, il y en a du beau autour de nous. Ouais. Merci à toi, C'était Nadia. un plaisir. Merci beaucoup, Robert. Plaisir partagé, merci.